Bonjour à tous, merci Christian. Je m'appelle Pascal Dupont, je travaille au sein de l'association Argos et plus précisément à l'Entracte. Et puis aujourd'hui on a fait le choix un peu de vous présenter un petit peu les constats, les expériences que nous avons, les réflexions que nous faisons autour de la problématique du crack. Et puis on a fait un choix délibéré quand même d'aborder un peu cette problématique, peut-être avec un angle un petit peu différent que ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir ces derniers temps. Je me présente vite. Donc moi j'ai une formation d'éducateur spécialisé. J'ai travaillé il y a longtemps dans le service d'addictologie en ambulatoire principalement. Je suis à Argos depuis 1997 et puis je suis le responsable de l'Entracte depuis 2017 qui est le centre en Italie. Vite fait pour Argos, pour rappel quand même, Argos est une association d'utilité publique pour ceux qui ne le savent pas, qui a été créée en 78. Elle comprend 4 pôles, il y en aura bientôt un 5e. Il y a de l'hébergement, des ateliers, un pôle santé, et différentes choses. Donc le pôle ambulatoire que je vais vous présenter maintenant, auquel vous servez. Voilà pour le pôle ambulatoire de l'Entracte. Pour moi, c'était quand même important de présenter un petit peu ce qui s'y fait, le contexte de travail. Ça reste quand même un centre de jour. On est ouvert toute la semaine, du lundi au vendredi. On a un espace d'accueil et de convivialité. C'est extrêmement important pour les notions d'accueil, des bureaux, des entretiens, des espaces de création artistique, une série de choses. L'équipe est constituée de 6 collaborateurs, éducateurs, animateurs, aussi une infirmière, ce qui fait partie de l'équipe. Ce qui est important de dire, c'est que le centre est dit Argos, on est médicalisé. L'Entracte, donc on a dans notre système d'ouverture, entre autres, on a mis en place depuis fort longtemps un accueil libre entre 11h et 15h. Donc les gens qui sont inscrits chez nous, qui viennent chez nous de manière régulière, peuvent venir sur cette plage horaire de manière assez libre, on y reviendra après. On organise des repas 2 fois par semaine, peut-être ce sera un peu plus, mais aujourd'hui c'est ça. Ça se fait en collaboration avec nos bénéficiaires. On fait des entretiens individuels sur rendez-vous, qui peut être bien entendu au-delà de la plage horaire qui est définie ici en haut. On a des suivis au long cours. Il y a des gens qu'on voit depuis plus de 20 ans aujourd'hui à l'Entracte. On a mis en place des activités socio-culturelles aussi importantes. Et puis, on est en charge des processus d'admission pour les pôles résidentiels aussi. Donc, tout passe, c'est la porte d'entrée pour aussi d'aller dans les résidences. Quelques mots sur notre concept, quand même, au niveau de l'accueil. Donc, c'est un accueil qui est dans la libre adhésion. Donc, les gens viennent de leur plein gré. Alors, ce qui est important de dire, ça a déjà été dit tout à l'heure, quand les personnes, là je parle peut-être quand les personnes sont vues pour une première fois, les personnes sont vues le plus rapidement possible. Ils peuvent venir soit parce que c'est un coup de téléphone, soit ils sont accompagnés, soit c'est avec d'autres systèmes. L'important, c'est de répondre rapidement. Donc ça, j'entendais tout à l'heure, madame, effectivement, qu'il y avait des choses qui étaient compliquées. Là, on essaie d'avoir, on a tout, c'est un peu l'ADN quand même de l'Entracte, de cette disponibilité, de la réponse rapide. En tout cas, on va voir les gens au moins une première fois rapidement, les écouter, les entendre, et je ne vous cache pas, peu importe la demande, l'idée, l'objectif primaire à la suite d'un entretien, c'est que la personne revienne une deuxième fois boire un café. Et ça, si c'est déjà fait, c'est déjà un objectif qui est gagné, et on va pouvoir continuer à avancer. J'ai mis le terme de plasticité de l'accueil, je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est vraiment dans quelque chose qui est d'une souplesse, donc il n'y a pas cette rigidité des rendez-vous, des choses comme ça, et les gens peuvent intervenir rapidement, et on verra plus tard, je pense que c'est une incidence pour ce que je vais vous présenter après. Bien entendu, on a parlé beaucoup du lien tout à l'heure. Nous, c'est pareil, là je vous disais, la notion d'accrochage, il faut que les gens puissent revenir une deuxième fois, et que les choses vont se faire dans le temps. On peut pas, voilà, on va devoir s'apprendre à se connaître, on va devoir s'apprivoiser, enfin, etc. Et que l'idée, c'est vraiment de créer du lien qui est sécure. Moi, je ne peux pas avancer si les personnes ne sont pas en lien sécure avec la personne qui est en face de soi. Nos prestations sont gratuites et on n'a pas de limite de temps dans les prestations que nous fournissons. Important, on a entendu différentes règles dans les différentes institutions. Une des règles qu'on a, on y tient, et puis ça marche plutôt pas mal. On demande aux gens de venir dans un comportement adéquat. On ne fait pas la chasse aux produits, c'est pas notre truc. On ne demande pas aux gens d'être abstinents. Il y a des gens qui sont de consommation active, moyennement active, voire abstinents, et un peu tout le monde qui vient à l'Entracte.
L'idée, c'est qu'on est plutôt sur une logique de comportement. Et puis si les comportements sont trop inadéquats parce que les personnes sont trop intoxiquées ou bien il y a d'autres problèmes, on considère qu'à ce moment-là, la mise en lien va être compliquée. Donc on demande aux gens de partir. À ce moment-là, ce n'est pas une rupture. Il n'y a quasiment jamais chez nous. Ce n'est pas une rupture, mais c'est par exemple de dire à la personne, tu reviens demain, on en rediscutera, enfin, etc. Mais c'est une règle, certes, mais en même temps, c'est bon de rappeler que quand on met des règles, ça donne des droits. Et puis là, en l'occurrence, ça donne le droit d'être en lien avec d'autres dans la convivialité. Et c'est plutôt bien perçu et les gens sont plutôt demandeurs aussi. Bien entendu, on accueille des demandes qui sont des demandes dans leur singularité, les plus possibles, et on va répondre évidemment au mieux de ce que l'on peut en fonction de nos disponibilités, de nos moyens d'action, enfin, etc. Alors, toujours dans le concept, on n'a pas de programme défini à l'entracte. On n'a pas un programme, les gens ne représentent pas quelque chose en disant vous venez à telle heure, puis vous partez à telle heure, etc. Et puis finalement, on pense que en fait, ça permet de ne pas mettre les personnes dans une trop grande logique d'exigence qui pourrait mettre un frein à la venue, en tout cas dans le contexte de l'accueil de l'entracte, de mettre un frein et d'être un peu sur les pattes arrière par rapport à ça. Puis en même temps, on s'aperçoit aussi que malgré tout ce qui se passe dans le moment d'accueil, on s'aperçoit aussi que ça responsabilise aussi un petit peu les gens à se mobiliser pour venir aussi vers nous. On va vers eux, bien entendu, mais se mobiliser pour venir vers nous dans leur demande, de mieux pouvoir formuler leurs demandes de leurs besoins. Bien entendu, quand on est en lien avec nos gens, on les suit depuis fort longtemps, comme je l'ai dit avant, avec des entretiens, enfin, voilà, on n'a pas des autres, ça c'est quelque chose qui se met en place en fonction des besoins. Mais on a aussi des attentes avec les gens. L'idée, c'est de co-construire une relation, c'est de co-construire un lien. On est dans les projets, dans des notions de compenser aussi, et d'évolution avec les gens. Et puis, on accompagne vraiment les gens vers le mieux. L'idée, elle est vers le mieux ou vers une stabilité, bien entendu. Pour moi, c'est une logique de prendre ça en soin comme ça, c'est aussi de mettre une logique d'espoir. Je pense que la logique d'espoir, on doit la mettre, donc, quelles que soient les situations, on doit pouvoir les mettre, parce que ça fait partie des processus d'amélioration, des processus de changement. Et c'est extrêmement important. Et les gens nous le disent clairement aussi. On n'accompagne pas les gens vers une dégradation. Alors, qu'on soit très clair, c'est pas parce que tout d'un coup il y a des situations qui se dégradent qu'on arrête tout, bien entendu. Mais en même temps, on peut nommer que là, on trouve que la dégradation est trop forte, que là, on n'est pas forcément d'accord, que là, on va mettre en place quelque chose, on va renforcer les liens avec le réseau, on va téléphoner à Dr Fagroun qui est juste un peu en haut, là, pour lui dire qu'il y a un problème. Voilà, donc l'idée c'est pas d'aller vers, on va soutenir et pour continuer à améliorer. Alors vous allez me dire, du crack dans tout ça, qu'est-ce qu'on a constaté chez nous dans nos bénéficiaires? Plusieurs de nos bénéficiaires consomment du crack régulièrement, voire quotidiennement. Pas tous, mais beaucoup quand même, c'est pas exception. Ils ne sont pas tous, c'est ce qu'on voit, et c'est pour ça que ça nous intéressait en tout cas chez nous. Donc là, je parle pour l'entrée, je ne parle pas forcément pour les demandes de gens qui viennent en résidentiel, parce que là, on est dans un contexte différent. Ils ne sont pas tous dans une désescalade sociale ou sanitaire. Alors, on les voit régulièrement, voire quotidiennement, d'accord, et comme j'ai dit, pour certains depuis fort longtemps. Donc on s'est intéressé un petit peu à ces situations afin de mieux comprendre qu'est-ce qui fait, comment ça se passe. Donc on a essayé de voir un peu les choses. Donc on s'aperçoit en regardant avec eux, c'est toutes les personnes qui ont un logement stable et non précaire. Donc on va revenir un petit peu sur les discussions qu'on a vues tout à l'heure. La plupart consomment, ça c'est aussi important aussi, la plupart cuisinent leur propre et fabriquent leur propre crack. On les verra aussi encore après. Elles sont toutes un réseau psychosocial et médical stable, voire très étayé. Voilà. Et donc, on revient aussi là à cette notion qui a été évoquée tout à l'heure. Effectivement, il y a eu des fonctionnements plus en silo les dernières années, enfin, etc. Mais là, l'histoire d'aujourd'hui, le renforcement des partenariats, le renforcement que ces silos ne soient plus des silos, mais que ce soit imbriqué, puissent se mettre en place et se mettent en place aujourd'hui. Et en tout cas, on voit très bien, très clairement que ça a une incidence. Alors évidemment, on a émis 2-3 hypothèses, alors on va peut-être prêcher pour le paroisse, mais oui, on pense quand même que ce qui a été développé dans le cadre de l'entracte autour de cette plasticité de l'accueil
finalement, c'est certainement, en tout cas, c'est une hypothèse que certainement c'est une incidence, parce que les gens peuvent venir passer du temps. Enfin, voilà. On revient sur la logique que Madame disait aussi tout à l'heure, cette possibilité d'être vu par un professionnel rapidement aussi, contrairement à des logiques d'attente dans d'autres services, parce que les services sont surbookés, parce que c'est compliqué, enfin, etc. Donc là, c'est vraiment, on rentre dans cette histoire-là et que vraisemblablement, on peut avancer avec ça. Je reviens sur la création du lien qu'on construit dans le temps, ça reste quelque chose de fondamental. Je crois que vous l'avez déjà dit avant aussi. Ça va aussi pour les maraudes. Voilà, ça va aussi, vous l'avez évoqué. Alors c'est dans un contexte différent, mais je pense que le principe est le même. Voilà, c'est vrai qu'on a mis aussi, on a introduit depuis plusieurs années maintenant un processus d'animation socio-culturelle basé sur le développement du pouvoir d'agir. Donc je ne vais pas pouvoir tout expliquer ici, parce que tout le concept qui se passe dans le cadre de l'entracte, mais c'est quelque chose d'assez extrêmement important qui s'est mis en place au travers d'activités de création artistique. Dans les slides différentes, il y avait des jolis tableaux, vous allez voir, ou des choses comme ça, c'est des choses qui ont été peintes à l'intérieur de l'entracte par des gens qui ont participé à ça, enfin, etc. Alors, l'entracte représente un lieu qui n'est pas associé à la consommation. Bah ouais, je pense que oui, toutes les personnes qui viennent chez nous sont toutes addictes, mais l'espace qui est utilisé, comment les choses se vivent à l'intérieur, pour les personnes, ce n'est pas associé à la consommation. Alors on parle du crack avec la problématique d'un craving qui est très fort, ça existe aussi dans d'autres substances, bien entendu. On sait très bien que le craving, il est aussi induit par une action biologique qui est très claire, mais en même temps, on sait aussi que les cravings, pour le crack ou pour d'autres, aussi sont induits par toute une logique de stimuli. Donc j'ai vu un tel, j'ai pris le tram parce que ça va là-bas, je vois, enfin, on le voit ailleurs aussi. Et en fait, de se dire que là, cette espèce de bulle temporelle qu'on peut proposer aux gens avec les différentes activités et les liens qu'on a, là en fait, il y a moins de stimuli. C'est un constat qu'on fait, peut-être aussi. Il ne faut pas dire que ça arrive toutes les histoires, mais ça redéplace peut-être aussi un petit peu plus dans le temps de la journée, éventuellement, un craving et donc une stabilisation. Alors, du coup, on a essayé aussi d'aller interroger deux, trois de nos bénéficiaires pour voir un peu, voilà, poser des questions pour voir est-ce que les hypothèses étaient à côté de la plaque ou pas. Donc, je vais commencer. Ça par une personne. Alors, je consomme quotidiennement. Donc j'ai mis juste des moments clés comme ça et on les commentera. Je consomme quotidiennement, je consomme du crack depuis 10 ans. Donc c'est pas nouveau. Cette personne-là, elle a une expérience dans son crack. C'est pas une histoire qui est arrivée il y a 3 ans. Oui, bien sûr, comme on le connaît aujourd'hui, ce qui était évoqué, mais en même temps, cette consommation, cette pratique-là n'est pas forcément nouvelle. J'ai connu la galette. Mais maintenant, je suis au demi-cuisiné. Alors, voilà. Bah ouais. Eh ben oui, et puis ça, tout le monde le dit aussi, on va le voir aussi, mais en même temps, c'est le demi-cuisiné, ça va prendre du temps, c'est plus tranquille, ce qu'elle va nous expliquer. C'est plus cher, la galette. C'est plus cher que la galette, pardon. C'est plus cher que la galette, mais c'est plus tranquille de la faire à la maison que de fumer en taf dehors en stress. Ah oui, ça on le voit, c'est très clair. Si vous avez lu le rapport du professeur Zobel aussi, qui disait plus on va accompagner nos bénéficiaires qui sont dans les consommations autour de la galette, plus on va travailler, accompagner pour refaire une marche arrière, d'une certaine manière, autour de la transformation du crack, parce que ça prend du temps, vous allez voir, il y en a qui s'expriment très bien là-dessus, qui prend du temps et c'est plus tranquille. À l'extérieur, c'est une taf, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Je ne fais rien d'autre à part se faire voir. J'ai trouvé finalement ce petit témoignage fort intéressant parce que finalement, c'est comme ça que moi j'ai compris en tout cas. Mais en tout cas, c'est quoi? C'est je cours après le produit. Et puis en même temps, dans cette course autour du produit, je sais très bien qu'il se passe des choses qui ne seront pas forcément belles à voir, enfin, etc. Et donc elle porte un regard sur elle-même que les autres vont porter sur elle, qui risque d'être un peu dégradant. Et donc, c'est aussi, les gens sont à l'ouest, mais en même temps, ils ont une conscience que ce serait pas forcément bon d'avoir ce regard qui est dégradant. Donc, je pense que c'est des choses extrêmement intéressantes à prendre soin. La journée, je ne consomme pas, je la remplis avec l'entracte. Sans ça, je serais plus à la recherche du produit.
Le fait de pouvoir venir sans rendez-vous et de pouvoir rester un long moment, je pense que ça joue sur ma consommation. Alors, je prêche peut-être un peu pour ma paroisse, mais en même temps, voilà, ça peut aussi, ok, mais ça peut exister aussi ailleurs. Et donc, l'idée, c'est aussi je pense, l'avenir sera aussi de créer des cellules différentes. Hein. Il y a le Quai Neuf, il y a les maraudes, il y a d'autres choses, mais l'idée, c'est aussi de créer peut-être aussi ces moments-là, des moments ailleurs aussi, où les gens peuvent faire des choses peut-être dans un contexte différent. Une autre personne, alors, j'ai une consommation quotidienne, sauf le dimanche soir, car il faut que je récupère du week-end pour aller travailler le lundi. C'est déjà pas mal quand même. Au moins, il y a une volonté de structuration interne dans tous les cas qui fait attention à tout ça. Je cuisine la côte, la base. Je n'ai jamais consommé de galettes. Ça me fait peur, c'est trop facile, enfin, etc. Donc il y a aussi des gens qui sont dans cette problématique-là et qui ne sont pas aidés dans le retour à la galette, par exemple, mais qui sont là. Et ces personnes-là consomment son crack qu'il fabrique lui-même depuis fort longtemps. Je ne suis pas dehors, je suis à la maison, ça me prend 4 à 5 heures et c'est tranquille. L'autre personne me disait la même chose. L'autre personne me disait, mais ça me prend toute la soirée, je fais mon truc, je fais mes tâches de temps en temps, je fais mon ménage, j'écoute de la musique, enfin, etc. Voilà, et je suis tranquille, je ne suis pas stressé. Alors c'est vrai que c'est très organisé, ceci dit. Ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est que les gens sont organisés dans leur journée, et puis ils savent qu'ils ont leur demi le soir, à 5h, 6h, et puis que la journée, elle tient comme ça peut l'apéro du soir, mais voilà. Moi, ça tient, et c'est pas trop, ça se dégrade pas trop. J'ai pas mal, pour cette personne, j'ai pas mal d'activités, donc on voit bien qu'effectivement les activités sont importantes. Il y a un travail bénévole, je fais de la musique, l'entraque, mon réseau de soins, c'est important, ça me structure. Si j'avais pas de logement, on en revient, si j'avais pas de logement, je serais beaucoup plus dans la merde dans mes consommations. On revient à cette logique de précarité et qui a une importance. Voilà, donc en conclusion, je ne sais pas si en conclusion, mais en fait, bref, on s'aperçoit, dans tout ça, on s'aperçoit bien qu'il y a des éléments d'environnement qui sont importants, d'accord ? Le logement, l'histoire de la précarité, donc il faut tenter d'aller de l'avant pour sortir les gens de la précarité. Alors il y a plusieurs stades de sortie de la précarité, dans ce moment on va le dire, d'accord ? C'est mettre en place, donner des activités, mettre un sens à la journée des personnes, c'est redonner un sens à ça. C'est lutter contre l'ennui. Hein. Moi j'ai plein de gens qui me disent, moi je craque parce que je me fais chier toute la journée, mais je ne sais pas quoi faire, c'est le vide. Donc voilà. Les soutiens psychosociaux et médicaux qu'on a évoqués avant, ça reste, je crois, fondamental et qu'il faut vraiment essayer que tous les partenaires, les collègues et nous-mêmes travaillons ensemble dans cette histoire. Mais voilà, il y a aussi, je pense que c'est une part extrêmement importante, il y a aussi les aspects plus intrinsèques de la personne. Les aspects environnementaux, c'est bien, mais il y a aussi comment la personne vit les choses à l'intérieur de soi, comment elle peut les comprendre. On pense quand même que sortir de la précarité, c'est leur donner la possibilité de mobiliser des compétences intrinsèques. Je pense que quand on est dans la rue, quand on est en stress, quand on est dans la survie, quand on est dans toute une série de ça, discuter, parler de soi, enfin, etc., réfléchir sur soi, on oublie. Parce qu'il n'y a pas lieu d'être, et c'est une raison, il n'y a pas lieu d'être. Sortir les gens de la précarité, les mettre dans un environnement sous un toit sécure et avec du lien qui se fait, du lien psychosocial et médical qui se fait du lien, ça veut dire que les gens seront plus disponibles aussi. Les personnes seront plus disponibles pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Et on pourra certainement, et on pourra mieux travailler et mobiliser l'intrinsèque de ces personnes-là. Et je pense que l'on voit, avec les deux témoignages, ou les deux personnes qui ont une certaine structure quand même, une certaine autodiscipline, pour la petite histoire, pour savoir, c'est quand même des gens qu'on suit à l'entraide depuis fort longtemps, et puis que la notion d'entretien, d'accéder à cette notion d'intrinsèque, je pense, a été quand même salutaire. Voilà, je vais terminer là-dessus, faire un petit lien quand même, donner une logique perspective et faire un lien avec ce que je viens de dire, j'espère. Donc on a une équipe mobile, donc Argos va se doter dès septembre d'une équipe mobile pour des interventions à domicile, qui soient dans des appartements
dans les appartements que Argos possède, soit dans le domicile de personnes, dont les personnes ont déjà un domicile, et tout ça sur un principe de libre adhérence. On voit bien aussi qu'on a des histoires, il y a des gens qui ont leur appartement. On a entendu madame tout à l'heure votre récit et comment vous avez récupéré votre appartement. Dans la réalité, il y a plein d'autres situations qui sont comme ça. Les gens ont investi la précarité, des fois, sur leur toit. Donc, ils se sont presque clochardisés à l'intérieur de leur appartement. Donc, en même temps, c'est comment on peut intervenir, s'ils le souhaitent, bien entendu, comment on peut intervenir pour arriver à aménager, à réaménager. Nous, on a des gens, juste pour la petite histoire, qu'on a travaillé avec une personne dernièrement, un de mes collègues. La personne, elle dormait sur un canapé, je crois, dans son appartement. Elle ne pouvait plus accéder à quoi que ce soit, tellement il y avait du bordel. Le chien qui faisait ses besoins partout, enfin, c'est un enfer. Donc elle n'osait même plus aller chez elle. Voilà. Donc on a pu extraire cette personne, la mettre en sécurité dans un de nos centres et on continue à travailler sur les logiques d'appartement. Et aujourd'hui, l'appartement, il est vivable, il est réintégrable et cette personne va pouvoir réintégrer. Voilà, je pense que ça fait partie de ça aussi. Et on l'espère. Donc, bien entendu, le projet de cette équipe mobile, donc on va essayer Argos possède déjà un parc immobilier, pas très grand, mais on va essayer de l'agrandir le mieux possible. Et puis, effectivement, pour lutter contre cette précarité que je parle maintenant. Voilà, puis avec bien entendu des objectifs qui sont relativement évidents, c'est la diminution des risques sociaux, l'amélioration de la qualité de vie, favoriser l'accès aux soins, évidemment, et puis éviter de perdre son logement pour ceux qui ont un logement. Parce que ça existe aussi, et c'est une grosse problématique, et retrouver un logement à Genève, c'est très compliqué. Voilà, j'arrive au terme de cette présentation. J'espère que ça a pu vous intéresser, vous faire réfléchir, et enfin, je vous remercie de votre attention. Merci.